Bonjour à tous, donc nous allons parler de la série Libre que vous avez peut-être vue sur arte.tv, donc 10 épisodes de 3 minutes 30, adaptés non pas d'une BD mais d'un livre manifeste illustré par Digli. C'est un peu particulier parce qu'on a donc fait une vidéo que vous allez voir qui dure 30 minutes, qu'on a enregistré donc dans le studio 2 minutes à Angoulême le 17 mai dernier. Donc je remercie 2 minutes pour son accueil et Lalka qui est dans la salle. Donc vous allez nous voir, donc ça va être un peu spécial pour moi, en train donc d'interviewer Ovidie, le réalisateur Jocelyn, la productrice. Et donc ce qu'on vous propose avec Anthony ensuite, c'est de revenir pendant une demi-heure. On regardera un épisode en entier qu'on va un petit peu décortiquer, expliquer un peu plus précisément comment vous avez travaillé, notamment en période de Covid, comment Ovidie a un peu découvert le monde de l'animation. Elle répond à un certain nombre de questions dans la vidéo. On ira un petit peu plus loin, puis on prendra surtout vos questions. Voilà. Anthony, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un petit peu pour contextualiser la série ? Bonjour. Alors, je ne sais pas déjà, est-ce qu'il y en a qui connaissent la série Juste, c'est un bon indicateur. D'accord, ok. Normalement, il y a 20 millions de personnes qui l'ont vu. Hein. On est à ce jour à peu près à 20 millions du succès auquel on ne s'attendait pas. Donc, ceux qui l'ont vu, vous allez avoir plaisir à découvrir cette petite interview qui est vraiment intéressante. Puis préparez vos questions, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, tout simplement. Donc, on vous laisse avec la vidéo, puis on revient avec vous pendant une demi-heure. Bonjour à tous. Donc, dans le cadre des rencontres documentaires et animation organisées par la Nef Animation en région Aquitaine, je suis très heureuse et honorée d'animer cette étude de cas de la web-série documentaire animée Libre. Donc, produite par Magnéto et 2 minutes avec Arte, intégralement fabriquée à Angoulême chez 2 minutes Animation, l'un de ces studios où nous nous trouvons actuellement. Libre est une série d'animations sur les injonctions faites aux femmes, je résume, écrite par Ovidie et Sophie-Marie Larouille, disponible depuis le 27 janvier pour arte.tv et les réseaux sociaux. Donc 10 épisodes de 3 minutes 30, réalisés par Ovidie et Jocelyn Ronce, d'après l'ouvrage graphique Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels d'Ovidie et Digli, paru chez Delcourt. Alors, je vais présenter nos invités. Alors, Ovidie, bienvenue. Donc, Ovidie est une auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions de corps, féminisme et sexualité. Docteur en lettres, elle enseigne également l'écriture documentaire à l'Université de Limoges, ce qui sera intéressant puisqu'on va parler documentaire. Après avoir réalisé des fictions comme des documentaires pour Canal+, et les documentaires Rhabillage, puis À quoi rêvent les jeunes filles pour France 2, Ovidie a réalisé en 2017 pour Arte Là où les putains n'existent pas, pour lequel elle a reçu le prix Amnesty International. Tu enfanteras dans la douleur, son dernier film en date, également diffusé sur Arte, témoignait des violences obstétricales subies par de nombreuses femmes au moment de leur accouchement. Jocelyn Ronce est réalisateur, designer, animateur, réalisateur de nombreuses séries d'animation depuis plus de 15 ans. Jocelyn a co-réalisé la série Libre avec Ovidie. Parmi ses réalisations, on peut citer Toc Toc, Raven de Little Rascal ou Rosie S2. Et enfin Sandrine Arnaud, productrice chez 2 minutes. Bonjour. Elle a produit notamment la série d'animation Chouette pas chouette pour déconstruire les stéréotypes sexistes. Toc Toc de Brulaire, Ravier et Thébault pour France Télévisions. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, et parler de cette série Libre, évoquer son esthétisme, son humour, son côté transgressif, la manière dont vous l'avez produite.
En introduction, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le livre graphique qui est à l'origine de la série. Donc, Ovidie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce projet de roman graphique est né et comment vous avez travaillé avec une BDiste, illustratrice, Digli, ici? À l'origine, Libre, c'est ni vraiment une bande dessinée, ni vraiment un roman graphique, c'est plus un manifeste illustré. Donc par Digli, on a travaillé ensemble là-dessus. Il y avait une partie texte et il y avait quelques planches justement de Digli qui réagissaient sur chaque thématique qui était évoquée. Et on a mis du temps à le faire. On a mis, je dirais bien 2 ans. Pas parce que ça nécessitait énormément de travail, mais parce qu'on était toutes les deux en pleine évolution libre. C'est sorti en octobre 2017, donc en plein mouvement MeToo. On ne l'a pas fait exprès, hein, évidemment, puisque c'était programmé depuis des mois, mais c'est sorti en pleine explosion. Enfin, il y avait des témoignages de femmes de 82 pays, il y avait des millions de femmes qui témoignaient en même temps. Il y a eu une sorte d'effervescence à ce moment-là, mais on sentait que nous, déjà, les 2 années qui précédaient, Digli et moi, on évoluait. C'est-à-dire, au début, en fait, Libre, c'était censé être un anti-guide de l'amante parfaite. Et plus ça avançait, plus on s'est dit non, en fait, c'est pas de ça dont on a besoin là, maintenant, tout de suite. C'est plutôt déconstruire les stéréotypes, déconstruire tous les dictats. D'ailleurs, le sous-titre de Libre, c'était Manifeste contre les dictats sexuels. Donc, déconstruire tous ces dictats sexuels, toutes ces injonctions. Et c'était là-dessus qu'on avait envie de travailler. Donc, à l'origine, Libre, c'est un manifeste illustré. Et du coup, le choix de Digli, c'est vous qui l'avez fait. Enfin, vous vous êtes rencontrés, vous aimiez son dessin et le rapport à l'image du coup que la BD a introduit dans votre travail. Digli, on s'est rencontrés à Angoulême. En fait, Angoulême, c'est the place to be, il faut le savoir quand même. C'est là que les projets naissent, en fait, vraiment. Et on s'est rencontrés, on dédicaçait toutes les deux sur le stand Delcourt pendant le festival d'Angoulême. Et puis, elle est venue m'apporter une de ses BD qui était Forever Beach. Et au moment de chercher une illustratrice pour Libre, je me souviens d'avoir dit à mon éditrice, et pourquoi pas Digli, parce que son dessin est vraiment chouette. Et c'est pareil, Digli, entre Forever Beach et ce qu'elle fait maintenant, il y a eu une grosse évolution, je dirais pas seulement de traits évidemment, mais aussi de propos. On a toutes les deux évolué en même temps sur ces questions de féminisme. Et voilà, donc on s'est rencontrés à Angoulême, et voilà, tout commence à Angoulême. Du coup, le passage du roman graphique à une web-série est venu d'une envie, ou vous avez été contacté Non, l'idée vraiment à l'origine est la mienne en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la sortie de Libre, donc là vraiment 2017-2018, avant même qu'on rentre en contact avec 2 minutes et que je fasse la rencontre de Jocelyn, on a fait beaucoup d'interventions en librairie avec Digli. Et on s'est rendu compte que les personnes qui venaient nous écouter, c'était des jeunes filles, des jeunes femmes, plus jeunes que nous, vraiment. Et on s'est posé la question de... Déjà, on a pris conscience qu'il y avait une résonance, qu'il y avait un écho, qu'il y avait un intérêt pour ces questions-là, de jeunes femmes qui étaient en train de réfléchir à la déconstruction, finalement. Et je me souviens, après la parution du livre, bon, il y a eu un petit succès de librairie, mais un succès de librairie, ça n'égalera jamais les scores qu'on peut faire justement avec une diffusion sur Internet d'une web-série comme c'est le cas là. Et on s'est dit, moi je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça touche le plus grand nombre, et cette cible-là, c'est-à-dire une cible qui a, on va dire, entre 18 et 35 ans. La web-série, c'était plutôt malin. Et finalement, le pari, d'ailleurs, il a été remporté, puisqu'on est à quelque chose comme 18 millions, hein, c'est ça, de vues. Donc, gros succès. Pourquoi ? Parce que c'est accessible de son portable et parce que c'est gratuit aussi, que c'est en accès libre. Et voilà, l'idée première, c'était s'adresser au plus grand nombre. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et puis après, il y a eu Angoulême, re-festival d'Angoulême. Et par l'intermédiaire de mon éditrice, l'éditrice de Libre, j'ai rencontré l'équipe de 2 minutes. Voilà. Donc Sandrine Arnaud, peut-être vous allez nous raconter cette rencontre et ce positionnement de 2 minutes sur cette web-série Arte.
Absolument. Bah, effectivement, il y a la rencontre avec Ovidie, donc en janvier 2019, donc Festival de la BD d'Angoulême. Et puis, effectivement, on a découvert son travail avec Digli. On s'est vite enthousiasmé. On s'est rapproché de Magnéto, avec qui Ovidie avait beaucoup travaillé sur les documentaires précédents. Voilà, Magnéto qui n'avait pas fait d'animation encore, pour qui c'était une première. Nous, on connaissait bien l'animation, et pour cause. Et voilà, et on a eu envie tout de suite de partir dans l'aventure de Libre, et puis de vraiment suivre les envies d'Ovidie, et d'être très, très fidèle à l'adaptation de ce manifeste illustré, de garder vraiment ce côté manifeste. C'est Ovidie qui s'est auto-adapté pour la série d'animation, qui a été évidemment, qui a travaillé beaucoup avec Jocelyn. Ce qui est devenu la série a été le fruit de cette collaboration, notamment sur la façon de raconter les épisodes, donc la narration, et puis aussi la façon dont Jocelyn s'est emparé du dessin de Digli et l'a adapté pour une série. Et puis l'apport un petit peu plus tard de Sophie-Marie Larouille, avec qui Ovidie a écrit, de façon à retrouver justement ces relents, ce ton qu'on pouvait aussi avoir dans le livre, avec ce contrepoint qui venait justement un petit peu repositionner les choses et donner par contraste encore plus de force aux propos d'Ovidie, qui sont effectivement, vous le disiez Isabelle, très, très documentés. Il y a beaucoup de fond dans les épisodes. C'est aussi ça, je pense, qui fait le succès de Libre et sa viralité. C'est le fait que on a des épisodes qui sont drôles, qui sont enlevés, c'est rapide, ça va vite, c'est percutant. Et en même temps, on a beaucoup de fond. Donc ça permet aussi de discuter, de les faire suivre, de les renvoyer, de s'en parler. Ça bouge beaucoup et c'est hyper dynamique. Et nous, on a adoré et la rencontre et le travail. Et du coup, vous êtes allé chercher Arte. Donc vous aviez des web-séries en tête, vous aviez un format en tête Alors le format s'est imposé assez vite parce qu'effectivement le fait d'être sur des épisodes courts, il fallait suffisamment, on s'est un petit peu rapproché aussi de Jocelyn pour ça, il fallait voir au niveau de l'écriture d'Ovidie et puis de la réalisation quel était le format le plus approprié. 3 minutes 30, ça paraissait suffisant pour pouvoir nourrir les histoires sans non plus se délayer, être assez percutant. Donc le format était plutôt idéal. Après les 10 épisodes, c'était aussi se laisser la possibilité, notamment pour Ovidie, de choisir et de proposer parmi les 15 histoires du livre lesquelles allaient être mises en avant. C'était important aussi de pouvoir faire ce choix. Et puis Arte, oui, c'est une chaîne qui fait beaucoup pour le coup de web-séries, qui a une cible ado-adulte assez évidente. Et puis c'est aussi une antenne avec qui tu avais pu travailler, Ovidie, sur les documentaires. Donc il y avait vraiment une envie très très forte d'Arte tout de suite de travailler avec Ovidie et de la suivre sur effectivement ce projet qui était à la fois documentaire, mais pas seulement documentaire. Il y avait une vraie dimension d'animation et de divertissement, mais on gardait ce fond, cette base documentaire très forte. Donc il y a eu un engouement tout de suite. En 3 mois, on a proposé le développement à Arte qui tout de suite a dit on y va. Après, ça a pris un petit peu plus de temps pour développer avec eux pendant plusieurs mois sur un épisode pilote, de façon à trouver vraiment le ton de la série. Du coup, Ovidie, c'est vous qui avez écrit la structure de chaque épisode. Vous avez repris du coup la BD. Donc il y a 15 chapitres, vous en avez choisi 10. Et ensuite, donc, vous avez fait appel à Sophie-Marie Larouille pour apporter une petite touche de sarcasme humoristique. Exactement. Comment vous avez travaillé du coup avec elle? Sophie-Marie est arrivée un peu plus tardivement sur ce projet. Elle est arrivée à un moment où on trouvait que peut-être que j'avais un ton qui pourrait être vu, interprété comme trop professoral.
Et donc on s'est dit, il y a besoin d'avoir quelqu'un soit qui me rentre dedans, soit qui me relance. Enfin, on avait besoin de quelque chose de plus dynamique. Et moi, j'avais déjà travaillé avec Sophie-Marie Larouille sur un court-métrage. Et je me suis dit, voilà, c'est la personne qui nous faut. Mais c'est un bon mariage, tout ça, parce que parce que moi, je savais faire du doc, mais je ne savais pas faire de l'animation. Et de l'animation, ça ne s'improvise pas. Voilà, on ne peut pas se lancer seul en se disant, voilà, on va faire... Donc, c'est un bon mariage parce que tout le monde est arrivé avec ses compétences, finalement. Et même Sophie-Marie, elle est arrivée avec un ton que nous, on n'avait pas, avec des idées qu'on n'avait pas. Et on met tout ça dans un shaker et ça donne libre. Et finalement, c'est une bonne alliance. Donc elle a réussi à s'approprier, à s'insérer dans ce projet assez facilement. Alors que c'est pas facile d'arriver un peu en dernier sur un projet. C'est pas forcément facile. Après, elle n'est pas arrivée non plus un mois avant la sortie. Je veux dire, elle est arrivée quand même plusieurs mois avant. Mais c'est vrai que et pourtant ça a matché tout de suite. Elle a apporté ce souffle, cet humour sur les scénettes d'introduction et de conclusion, beaucoup. Exactement. Je vais passer la parole à Jocelyn Ronce, donc pour un peu voir comment vous avez adapté la BD en série. J'imagine que le plus gros challenge était d'adapter le dessin de Digli. Comment vous y êtes pris alors ? Oui, ça a été la première étape de travail pour moi, c'est-à-dire prendre ce superbe élément, ingrédient de base, et surtout chercher à me l'adapter. Ça a été la première, entre guillemets, ma première mission, en fait, finalement. Ça a été d'analyser le dessin de Digli, de le comprendre, vraiment de l'étudier, afin de pouvoir, d'une part, me l'approprier personnellement pour que chaque dessin, chaque storyboard, chaque illustration de la série soit quasiment du Digli. Et puis aussi étudier son dessin pour le transmettre auprès des équipes que j'ai encadrées d'animateurs, de designers, de décorateurs, pour que chacun d'entre eux puisse aller dans ce même sens, c'est-à-dire qu'on reconnaisse la patte de Digli à travers chaque dessin de la série, quoi. Donc elle n'est pas intervenue du tout sur la production, elle vous a laissé libre. Non. Libre de piocher dans ses ouvrages, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que je suis allé chercher également des références graphiques dans Forever Beach, notre de ses albums. Et puis de toute façon, on était sur une mise en scène très, très, très dans l'illustration. On allait avoir besoin d'ajouter des tas d'éléments graphiques qui ne sont pas présents dans la bande dessinée de toute façon. Donc c'était pas juste reproduire quelques-uns des dessins qui existaient dans ces albums, c'était comprendre son dessin et dessiner à la façon de Digli, quoi. Donc vous avez fait un épisode pilote en fait qui vous a servi d'essayer, j'imagine, le ton, comment animer les personnages, comment travailler ensemble aussi. Comment travailler ensemble, et la principale difficulté, et là où on a le plus vraiment cravaché, c'était sur le ton de la mise en scène, justement, on en parlait tout à l'heure. Il y avait quand même pas mal de particularités sur le projet. On avait ce côté didactique qui est quand même assez particulier pour des épisodes d'animation, déjà. On avait un sujet qui est la sexualité, qu'il fallait mettre en image de manière assez humoristique, mais il y avait plein de terrains glissants, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention de ne pas devenir trop vulgaire, réussir à trouver l'équilibre entre l'illustration et le texte en voix off, sans paraphraser. Parce que ça, c'est le premier piège. Paraphraser, ça veut dire que l'image et le son disent la même chose, c'est super chiant, c'est pas intéressant. Et l'autre difficulté, c'est dans la balance, de ne pas partir dans une illustration trop éloignée du texte, parce que là, on perd complètement le fil conducteur. Donc ça a été des phases de brainstorm assez denses, mais assez marrantes parfois, j'avoue. On a eu plein d'idées pourries qu'on n'a pas gardées. On a eu quelques fous rires. Qui faisaient rire que nous. Ouais, mais c'était marrant. Mais c'est pas... C'est là où c'est drôle, c'est que sur 10 épisodes, c'est pas beaucoup, ça va relativement vite, 10 épisodes, mais on a quand même bien galéré sur les premiers, de trouver le bon équilibre, le bon ton, et les 2-3 derniers épisodes, en 2 heures de temps, on les avait, quoi. Ça roulait tout chaud. On avait trouvé la mécanique assez rapidement. Vous avez trouvé la structure, le ton. Absolument. Et puis, aidé aussi par l'équilibre qu'a apporté Sophie-Marie, avec la mise en place des scénettes, qui nous ont permis de mettre en place des personnages récurrents, ce qui structure nos épisodes. On avait trouvé cet équilibre entre des illustrations très humoristiques, d'autres vachement plus poétiques et graphiques,
c'était des idées. Je me suis dit, oh, tiens, j'ai une idée, tiens, qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre, mais ça peut être joli et tout. Et puis c'est cet ensemble d'équilibre, cet équilibre-là qui donne aujourd'hui le ton de la série, quoi. Oui, c'est vrai qu'on retrouve différents types les hommes, les femmes, on finit par les connaître au fur et à mesure des épisodes. Ovidie, on voit aussi quand vous apparaissez en animation à certains moments clés des épisodes. Ça a été compliqué. Voilà. Ça, c'est quelque chose il y a vraiment un rythme auquel on s'habitue au fur et à mesure. Ouais. Ça a été compliqué parce que c'est un cas de figure auquel on ne pense pas, mais j'ai dû créer le personnage de ma co-réalisatrice en lui soumettant, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon modèle? C'est assez inédit comme situation. C'était très, très étrange, hein. Ouais. Très étrange pour toi comme pour moi d'ailleurs. Mais ouais, parce que moi en plus je voulais pas trop apparaître. Enfin bon, c'était ouais. Ça fait l'objet d'une vraie réflexion. Est-ce que je devais apparaître? On sent que c'est sur la pointe des pieds. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est un petit peu. Ça aurait pu être plus, mais non. Non, mais pas trop. Voilà, point trop n'en faut. Ouais. Ouais. Après, vous avez trouvé des vraies idées, par exemple, pour parler des statistiques, pour mettre en scène les statistiques ou le tableau. Moi, j'aime beaucoup les moments mathématiques avec le tableau. Oui, ça fait partie des codes graphiques récurrents. On a toujours cette phase de statistiques mis en image. Alors, c'est pareil, les statistiques à mettre en scène, en illustration. Une fois, 2 fois, 3 fois, on trouve des codes graphiques qui passent bien. On a essayé de jamais faire 2 fois la même chose sur 10 épisodes. Ça devient vite compliqué un peu sur la fin quand même, mais on a réussi à en s'en sortir. Ouais. Du coup, Jocelyn, sur l'animation, le type d'animation, comment vous avez travaillé, quel type de logiciel, en quelques mots? Alors, on a travaillé sur le logiciel Animate, qui est le logiciel historique à la Société 2 Minutes, hein, et que je connais moi depuis très longtemps, parce que je suis directeur d'animation ici, donc c'est mon joujou, on va dire. Mon approche sur l'animation de Libre était de faire quelque chose qui ressemble le plus possible à de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire redessiner. Absolument. Voilà. Évidemment, on s'est servi de nos outils maison qui passent inaperçus, qui font gagner un petit peu de temps, de productivité malgré tout, mais je voulais surtout pas que ça se ressente. Je voulais retrouver dans le rendu de l'animation la même sensibilité, la même subtilité que je retrouve dans le dessin de Digli. Tout ça pour moi était dans une cohérence. Ça m'a demandé j'ai dû demander du coup aux animateurs de faire certains efforts au niveau qualitatif, mais ça a été d'une facilité folle parce que tout le monde était tellement motivé. J'ai eu la chance, encore tu parlais du côté court-métrage, oui, on a fait 10 courts-métrages. En effet, on avait très peu de passerelles entre les équipes et moi, hein. J'étais en direct, en contact avec les animateurs. Et ça a été tellement facile parce que voilà, les équipes étaient surmotivées par le projet et elles ont toutes adoré bosser sur Libre et ça a rendu le travail hyper agréable, quoi. Du coup, Ovidie, vous avez suivi un peu toutes les étapes, vous avez découvert comment on fabrique un film d'animation, storyboard, animatique. Pas autant que je l'aurais souhaité parce qu'il y a eu les histoires de confinement qui ont fait qu'il y a une partie, moi, que j'ai pratiquement pas vue, qui a été justement cette partie où toi tu as été avec les équipes et c'était un peu frustrant. Moi j'ai pu re-rentrer dans la boucle à ce moment-là qu'à partir du moment où on a travaillé le son. C'est une bonne transition parce que je voulais qu'on parle un petit peu du travail sur les voix. Vous avez effectivement un casting de voix, de personnalités issues du milieu du stand-up et de la radio assez impressionnant. Voilà. Après, il y a le ton est didactique, engagé, avec une dose d'humour. Enfin, Donc vous avez travaillé ensemble sur les voix, les bruitages. Comment vous êtes répartis le travail là-dessus? On s'est partagé le travail sur la musique et sur les bruitages, mais sur les voix, là où Ovidie a la frustration de la fabrication. Toi, tu as la frustration. Moi, j'ai la frustration de ne pas avoir pu assister aux enregistrements des voix, encore une fois, à cause du confinement, quoi. Après, on s'est répartis. Très limité en nombre de personnes présentes en studio, donc voilà. Oui, on avait une jauge de 3 personnes seulement en studio, et donc c'était vraiment, voilà, Ovidie avec le comédien, l'ingénieur du son, fatalement, et voilà, on avait notre trio, et la directrice de plateau était à l'extérieur, dans une autre salle, cabine, ce qui était un peu compliqué aussi, mais voilà, il fallait, et puis
Et puis Sophie-Marie qui passait faire des petits making-of. Voilà. C'est vous qui avez dirigé les voix, la manière dont jouait chacun. Essentiellement avec l'aide de la DA qui ouais. était là dans la cabine à côté. Et ouais, bon, ça, on a enregistré ça sur Paris, hein, évidemment, pour la disponibilité de tout le monde. Donc voilà, c'est ce qui explique que Jocelyn n'était pas là non plus. On rattraperai moi aussi, t'inquiète. Mais voilà, on espère bien que la prochaine fois, tu seras avec nous en studio et que moi, je serai un peu plus présente avec les équipes d'animation. Mais oui, c'était un moment qui était vraiment agréable, déjà parce qu'ils sont tous très drôles dans la vie. Et puis c'était... moi, j'ai vraiment apprécié, je sais pas, ça a duré une petite semaine, hein, tout quelque chose comme ça, l'enregistrement des voix, et c'était un grand moment. Moi, j'avais l'habitude de diriger des voix pour, pas du doublage, mais pour faire de la voix off, ou du doublage d'ailleurs, de la sublabiale sur des documentaires. Donc en général, c'était pas des sujets très funky, quoi. C'était pas des trucs très drôles. Okay, un type de voix. C'est un type de voix très atonale. Là, au contraire, il fallait pousser les curseurs pour être drôle. Et non, c'est vraiment un très très grand moment. Il y avait Panayotis Pasco, il y avait Shirley Soignon qui effectivement tous les deux viennent plutôt du stand-up. Il y avait Émilie Mazoyer qui vient de la radio. Xavier Delaporte qui vient de la radio aussi, qui vient de France Culture. Enfin voilà, on avait un super casting, j'en oublie plein là comme Océan. ça. Océan, bien sûr. Ils ont Daniel, ouais. Enfin, on n'avait que des gens. Et puis Sophie-Marie aussi. Et oui, Sophie-Marie et toi. Oui, puisque puis toutes moi les aussi, deux. oui, de fait. Ouais. Mais c'est pas évident non plus on avait effectivement, on a eu des sessions d'enregistrement avec Ovidie qui se redoublaient sur les épisodes dont elle avait fait les voix témoins, sur ses textes. Enfin, il y avait une espèce de petite mise en abîme comme ça. C'est ça, il y a un truc un peu curieux, de schizophrénie, complètement. En voyant soi-même en dessin à l'écran, c'est un truc un peu bizarre, Donc, en conclusion, Ovidie, je voudrais vous faire réagir un petit peu au choix de l'animation pour adapter ce manifeste. Après tout, ça aurait pu être en images réelles. Voilà, là, il y avait les dessins, mais ce n'était pas obligatoire. Donc, vous estimez, est-ce que c'est une découverte pour vous que l'animation puisse traiter comme ça de sujets très adultes, très documentaires ? Est-ce que vous aviez vu d'autres choses de ce type ? Est-ce que vous trouvez que l'animation permet tout et permet de représenter des sujets tabous, des choses qu'on pourrait difficilement montrer en images réelles ? Moi, déjà, j'aime bien le documentaire d'animation, de façon générale. J'avais aimé, par exemple, je sais pas, Vassa avec Bachir, ou même plus récemment, là, le documentaire sur la commune, dont j'ai complètement oublié le nom, mais voilà, qui est passé sur Arte récemment. Oui. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. Oui, il y a un vrai courant documentaire animé depuis... J'aime les écritures documentaires, c'est vraiment ça, plus que la fiction, vraiment, encore. Et j'avais envie d'explorer tous les supports possibles. Alors après, c'est vrai que Libre s'y prêtait, puisqu'il y avait déjà tout le travail graphique de Digli qui existait. Est-ce que vous trouvez que l'animation, effectivement, permet de représenter des choses, notamment, effectivement, en matière de sexe ? Ça ne s'est pas trop posé en ces termes, c'est plutôt que ça permet des choses. Tout à l'heure, Jocelyn disait il y a des choses poétiques, par exemple. Des envolées, des manières de représenter. Qu'on n'aurait pas pu faire ou qu'on aurait dû faire autrement. Enfin, voilà, ça nous permet, ça permettait de... L'animation est un langage différent, particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en prise de vue réelle, on est limité parce qu'une caméra peut capter. Avec l'animation, on ouvre une certaine porte vers une imagerie plus symbolique, plus poétique peut-être aussi, des choses qui, dans notre cas, dans le rapport au texte assez formel, ajoutent un écart et donnent un ton particulier. On a quand même dans Libre des caméras plongeantes à l'intérieur d'un vagin qui arrivent sur une vagina dentata, des choses en vue réelle, tu aurais peut-être eu un peu plus de mal. Mais vous trouvez, par exemple, la frise avec les danseuses. Avec des danseuses. Il y a des images en morphine comme ça qui sont quand même assez poétiques et qui sont un code entre guillemets poétique et facile d'accès par le dessin et qui donne quand même tout de suite un ton assez fort, je trouve, particulièrement dans du documentaire animé, c'est appuyé par une voix off dans une illustration
pas premier degré, une illustration un petit peu décalée comme ça, je trouve que ça amène une vraie force au discours documentaire. De mon point de vue. Moi, j'aimerais bien un jour faire un long documentaire animé. Oh, mais ça coûte tellement de blé. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert, parce que moi, je connaissais rien à l'animation avant d'arriver là. C'est un truc que j'ai découvert, c'est que l'animation, c'est extrêmement onéreux quand même. Hein. C'est onéreux, c'est long. Souvent, le documentaire animé, on ne sait plus si on frappe au guichet documentaire ou au guichet animation. C'est assez compliqué à financer. Et sur l'aspect documentaire de la série, vous l'appelez une série documentaire animée sans problème. C'est-à-dire qu'il y a un aspect... En tout cas, c'est comme ça, sur le site d'Arte, c'est comme ça, par exemple, que c'est présenté. Ouais. Une web-série documentaire animée. Vous êtes allé chercher beaucoup de documentation en matière de statistiques, études sociologiques. Il y a quand même une petite partie fiction, on continue à réfléchir bien, parce qu'il y a quand même la scénette et la conclusion qui... c'est quand même de la fiction stricto sensu, quoi, puisqu'on a des personnages qui ont un dialogue imaginaire. Enfin, on est quand même un petit peu... Je dirais, un épisode, ça fait quoi? Ça fait 3 minutes 30. Les scénettes d'intro et de conclusion, ça fait 30 secondes. Donc, on va dire, il y a quand même 30 secondes sur un épisode de 3 minutes 30 qui est de la fiction pure. Donc, on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on est, où? Est-ce qu'on est complètement dans le documentaire? De scènes réelles, de personnages réels qui sont représentés. Ouais, mais quelque part, toute fiction s'inspire aussi de... Mais c'est vrai qu'il y a une partie, on sent que le réel pousse. Le réel pousse, ça c'est clair. Mais il y a quand même 3 minutes, sur les 3:30, il y a quand même 3 minutes qui s'inspirent de notre environnement médiatique, qui s'interroge, qui donne des chiffres, effectivement, qui est documenté, qui s'interroge sur tout ce qui nous entoure dans notre environnement culturel. Et puis, il y a vous, on vous voit, on vous entend. Il y a moi, ouais. Est-ce que c'est de l'autofiction, cette série, en partie? Non, parce qu'au final, je dis pas grand-chose de moi, sauf dans un épisode où je parle, où je raconte que je me suis fait congeler le ventre et puis les régimes, voilà, l'aspartame. C'est ça. Mais sinon, à part cet épisode-là, il n'y a pas. Finalement, je raconte pas grand-chose. Il n'y a pas de dimension auto-narrative, quoi. Très bien, merci à tous. Donc l'animation va continuer à faire son œuvre dans votre vie, dans vos vies. Bien. C'est sûr. C'est sûr. Il y a des chances. En tous les cas, bravo, c'est un travail remarquable, je trouve. Et voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la voir et à la revoir et à la montrer. Voilà, merci à tous. Non, mais le pire, c'est que si j'envoie une photo de ma chatte à un gars, ils savent tellement pas comment c'est fait qu'il va rien comprendre à ce qu'il voit. C'est clair. La loose, imagine, t'envoies ta chatte, le type il répond « C'est quoi ?» Nah. C'est une épreuve pour moi de me voir sur grand écran comme ça, mais j'espère que ça a été un plaisir pour vous. Moi, je trouve que c'était super. Non, c'est très bien fait. Après, voilà. Tu peux retirer ton masque. Donc, on s'est dit qu'on allait vous montrer un épisode en entier, puisqu'on évoque le ton, le côté documentaire, Ovidie en animation. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ne dure que 3 minutes 30. Donc, on a choisi un épisode difficile à représenter, les menstruations des femmes, n'est-ce pas? En images réelles, c'est quand même compliqué. Ok, je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais comme t'as l'air vraiment cool, je voulais te demander, c'est quoi ton fantasme en ce moment? Je dirais un plan à 3 avec toi et une copine à toi, et vous occuperiez de moi à 2, quoi. Sérieux, c'est ça ton fantasme? Ah ouais, de ouf. Et toi, c'est quoi ton fantasme en ce moment? Ok, moi c'est un truc plus réaliste, parce que genre je suis hyper excitée quand j'ai mes règles. Donc là, j'aimerais bien qu'on aille chez toi, genre maintenant. Je ne suis pas forte en maths, mais si on considère que j'ai mes règles depuis l'âge de 12 ans, qu'elles vont vraisemblablement s'arrêter vers la cinquantaine, qu'elles durent en moyenne 5 jours par mois, que je retranche les périodes de grossesse et d'allaitement, on va dire que je suis censée avoir du sang dans ma culotte approximativement 2250 jours dans ma vie.
Et pourtant, j'en suis encore à planquer mes Tampax, comme si je planquais une boîte de Subutex. Les règles constituent encore et toujours un des grands tabous de notre société, à tel point que nous les écartons de la plupart de nos représentations culturelles. Dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, les règles ont longtemps été bleues sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin si, on sait. Le jour où une publicité a enfin décidé de représenter le sang des règles en rouge, les téléspectateurs ont tellement paniqué qu'ils ont saisi le CSA. À titre de comparaison, le sperme, lui, reste ultra valorisé. Dans le porno, par exemple, vous verrez des éjaculations à n'en plus finir, mais jamais, au grand jamais, vous ne verrez une actrice avoir ses règles. Et moi, je suis pas forte en droit du travail, mais j'ai pas l'impression que les productions organisent leur tournage en fonction du cycle des actrices. Et non. Bah voilà, je le sentais ça. Sur les tournages, les actrices s'insèrent des morceaux d'éponge naturelle pour absorber le flux sans empêcher la pénétration. Éponges avec lesquelles elles font ensuite la vaisselle. Non, c'est une blague. Et en cas de débordement, la caméra est coupée et on nettoie tout à coups de lingette. Pour les doubles pénétrations, il y a du monde, hein. Même pour 3 gouttes de sang, soudain, il n'y a plus personne, quoi. C'est pour lutter contre cette dissymétrie de représentation que depuis les années 70, des artistes jettent leur sang à la face du monde. En 1976, l'artiste Cosi Fanny Touté a exposé ses tampons usagés à l'Institut d'art contemporain de Londres. Il n'a fallu que 4 jours avant que l'exposition ne soit interdite. En 2013, sur Internet, l'artiste australienne Casey Jenkins a fait circuler une vidéo de sa performance qu'elle a baptisée « Vaginal Knitting », dans laquelle on la voit tricoter une pelote de laine introduite dans son vagin. Période menstruelle comprise. C'est une meuf ou c'est Spider-Man, j'ai pas compris. La même année, c'est la marque American Apparel qui a fait appel à l'artiste Petra Collins pour concevoir un t-shirt féministe. Si le sang des règles est toujours aussi tabou, c'est avant tout parce que le sexe des femmes demeure un lieu de terreur masculine. La matrice et son tunnel vagin sont par leur configuration des lieux de mystère. Les innombrables légendes de Vagina Dentata en témoignent. Après, j'avoue que quand je veux quelque chose, ça m'arrive de me masturber sous la pleine lune avec le sang de mes règles, mais bon. Si le sang n'est donc jamais représenté dans le porno, s'il est bleu dans les pubs, et si nous sommes affolés à l'idée de porter un pantalon blanc en période de règles, c'est avant tout parce qu'il est profondément ancré dans notre culture que notre sexe est démoniaque. Mais quelle bande de fragiles, sérieux. En fait, je sais pas trop, c'est dégueu quoi, tu vas en foutre partout. Honnêtement, je crois que tu confonds avec un meurtre à l'arme blanche. Je crois que l'épisode représente bien le ton de la série. J'ai demandé au réalisateur lequel il fallait choisir et il m'a dit sans aucune hésitation, diffuse celui-ci. Alors je ne sais pas ce qu'on va aborder parce que finalement tout est dit hein, dans l'interview, elle est vraiment bien faite. Peut-être vous parler. Alors je ne sais pas si déjà il y a des questions dans un premier temps. Ça vient jamais comme ça les questions. Hein. Bon. On va commencer un petit peu à parler peut-être de comment s'est passée cette fabrication. Alors déjà... Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est ce que tu m'as raconté ce matin sur la réaction un peu d'Ovidie à sa découverte de l'animation, elle qui venait du documentaire et qui a ce côté très carré, elle est très carrée, tout, voilà. Et surtout elle fait beaucoup de rush pour ses montages et là on lui a dit en anime en fait on ne travaille pas du tout comme ça, on va faire vraiment de la seconde utile, donc tu vas avoir des petites poignées de montage de quelques dizaines de secondes mais ça n'ira pas au-delà. Donc là ça a été sa première découverte et sa première surprise. Après c'est vrai que le projet est assez particulier pour nous à plusieurs titres. Alors 2 minutes, certains le connaissent, notamment pour le film Calamity qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On fait surtout de la série TV et du long métrage d'animation, mais on va dire un petit peu formaté pour les distributeurs et les diffuseurs habituels. Dès lors, ce projet-là, ado-adulte, est un peu un ovni pour nous. On en avait vraiment jamais fait. On avait fait quelques séries pour Canal avec un ton un petit peu décalé, mais rien dans ces proportions-là. Donc, quand j'ai rencontré pendant le festival de la BD Ovidie via Sophie Chédru et que j'ai su qu'elle avait ce projet dans les tuyaux, j'ai dit waouh, je pense que ça va. Alors certes, on l'a clairement dit à Ovidie, on n'en a jamais fait, donc ça va être une première pour nous d'aborder ce ton-là. Mais au vu de notre catalogue, elle a été bien évidemment rassurée sur les capacités du studio. Et puis il y a eu un engouement dans le studio pour ce projet qui a été hallucinant. Effectivement, il y a certains projets pour lesquels on peut avoir du mal à trouver des gens. Là,
les gens se succédaient dans mon bureau pour me dire on a appris que vous allez adapter le livre, on a envie d'en être. Donc ça c'est la première particularité. La seconde et non des moindres, c'est qu'on a fabriqué la série en pleine période de confinement. Ça a été difficile à envisager dans un premier temps parce qu'on avait déjà des productions en cours et puis pile pendant le confinement, la série devait démarrer. Et débuter une série en télétravail, c'est vraiment pas évident. On a vraiment voulu l'éviter. Dès lors, Jocelyn nous a dit, Jocelyn, notre coréal, nous a dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai peut-être une solution, vous me laissez cette période de confinement pendant laquelle je vais, moi, m'occuper des storyboards, et je ne vais même pas faire de storyboard, je vais directement passer à l'énigmatique, ce qui veut dire qu'on économise un petit peu, entre guillemets, sur ce poste-ci. Et il dit, on fait le pari qu'on puisse revenir au studio en septembre, on n'en avait aucune idée au printemps, hein. Et puis on commence l'anime en septembre, donc on a tenté cette aventure-là, donc Jocelyn et Ovidie avaient déjà commencé l'écriture, bien évidemment. Ovidie faisait ce qu'on appelle les continuités dialoguées, donc le texte qu'elle voulait proposer pour le contenu. Et puis derrière, Jocelyn, avec elle, envisageait donc du coup la mise en image de ses propos. Et c'est Jocelyn qui a donc fait ça chez lui, avec des sessions de travail, bien évidemment, par Zoom avec Ovidie. Et du coup, on est arrivé au mois de septembre, où effectivement les animateurs ont pu revenir au bureau, notamment parce qu'ils le voulaient. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas très bien vécu le confinement avec le travail à faire pour le studio, mais également l'éducation des enfants et puis toute la charge mentale liée au foyer. Donc il y en a qui étaient très contents de revenir au studio. On leur a dit est-ce que vous voulez revenir au studio? Et là tout le monde a dit mais bien évidemment, s'il vous plaît, réouvrez-nous les portes. Donc on a pu les faire revenir, et du coup Jocelyn était là à plein temps pour les encadrer, donc ça c'était un luxe, et du coup on a même pu monter un petit peu le niveau d'anime, sous-entendu que initialement le projet, quand on en a commencé à en discuter avec Ovidie, on était plutôt sur de l'animation en motion design, qui accompagne bien le volet documentaire. Sous-entendu avec finalement très peu de personnages à l'écran, si ce n'était elle, parce que ça c'était une envie du diffuseur de la retrouver à l'image. Et puis Jocelyn nous a dit écoutez, je me suis occupé des storyboards, on a pu économiser un petit peu sur le budget, pas de premier assistant réel, pas de storyboarder, c'est moi qui ai fait ça pendant le printemps, pendant l'été. Du coup, je pense qu'on peut prendre cette économie entre guillemets qu'on a fait à ces postes-là et puis essayer d'augmenter un petit peu le niveau d'anime. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de personnages qu'initialement prévus, et puis ça fonctionne super bien. Du coup, c'est devenu une force, ce confinement, ce oui, que vous dites dans la vidéo, c'est-à-dire que c'est quasiment 10 courts-métrages qui ont été produits, non pas une série industrielle. Exactement. C'était vraiment, on s'approche du court-métrage, ouais, complètement. Puis en plus, ça a été une volonté de Jocelyn également, c'était de la full anime. C'est vrai que souvent, pour de la série télé, on a tendance à faire souvent des productions en papier découpé. Alors on mélange toujours papier découpé et puis animation un petit peu tradie sur ce qu'on appelle des key shots, les plans dans une série d'animes qui sont importants. Donc là, on se lâche un peu plus en termes de possibilités. Mais souvent, c'est beaucoup papier découpé. Et là, Jocelyn nous a dit, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire des papiers découpés. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse de la full anime. Et bien évidemment, quand vous dites à des animateurs qu'ils vont faire de la full anime, ils sont super heureux. Parce que pour eux, la puppet, souvent, c'est un petit peu une contrainte. Pour nous, c'est une solution économique de faire les séries. Mais ce qu'ils aiment bien, c'est dessiner, finalement. Donc là, ça a été un engouement génial. Et effectivement, du coup, toutes ces contraintes de confinement, on a tiré des avantages, on a trouvé une force. Donc la série a été un grand succès et continue d'ailleurs. Vous pouvez la voir, hein, elle est en ligne. Toujours en ligne, oui. Donc on sent à la fin de l'entretien qu'il y a sans doute une ouverture pour une saison 2. Je n'ai rien le droit de dire. Non, bien évidemment. Alors, il faut savoir que quelques semaines après, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines après le début de la diffusion, ce qui va nous emmener quelque part comme la mi-février, fin février, il y a un des responsables d'Arte qui a appelé Jean-Michel Spinner, notre président et producteur,
et qui lui a dit sur le top 5 des vidéos, on en a 4 qui sont libres. Donc c'est là où on a commencé d'ailleurs à prendre conscience du succès. Et il faut savoir que libre, initialement, nous on l'envisageait plutôt sur l'antenne télé, entre guillemets, linéaire d'Arte. Et puis après, Arte nous a dit, le seul petit souci, c'est entre guillemets que nous, notre case animation, elle est plutôt autour de 20 heures, quelque chose comme ça. Et du coup, avoir ce genre de programme à 20 heures, c'est pas trop possible. Du coup, on va plutôt vous mettre sur le non linéaire. Au début, on était un petit peu déçus, on s'est dit, zut, mais juste par réflexe, parce qu'on est habitué à être diffusé sur les réseaux linéaires. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le gros avantage du non-linéaire, c'est qu'il y a une viralité qui est énorme. Et ça, on n'avait franchement pas vu venir. C'est-à-dire que nous, quand une série est diffusée, on n'a pas le feedback du téléspectateur, il n'y a pas vraiment de canal pour ça. Par contre, quand la série est disponible sur Arte, mais également sur YouTube, là, vous pouvez voir les commentaires. Et ça a été une chose qu'on n'avait jamais palpée chez 2 minutes, parce qu'on faisait principalement de la TV. Et ça a été un choc, c'est-à-dire qu'au début même, il y avait des propos assez virulents. Parce que la série n'est pas consensuelle, vous l'avez vu, ça brasse. Ouais. Il y a des mecs qui se sentent un peu mis à mal, qui réagissent. Exactement. Et encore, cet épisode, il illustre pas trop ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y en a qui mettent mal à l'aise les hommes. Et du coup, il y avait beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu trash parfois. Et Jocelyn, le coréal, s'est trouvé un petit peu décontenancé. Et puis très vite, Ovidie lui a dit non, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Ne regarde pas, surtout ne regarde pas. Laisse les propos se dire. Ou alors, essaye de te concentrer sur des réseaux un peu plus qualitatifs en termes de commentaires, et notamment sur Twitter, où Ovidie est assez active. Et effectivement, ce qu'on observe, mais ce que tout le monde sait, on parlait de harcèlement un petit peu avec Ismaël hier, mais c'est effectivement ça, c'est que dès que vous êtes sous un pseudo sur Facebook, le propos vulgaire est facile. Quand vous avez votre vraie identité sur Twitter, le propos est plus mesuré et un peu plus intéressant. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. On va peut-être prendre quelques questions si vous voulez réagir à la série, à la vidéo. J'ai une question sur est-ce qu'il y a une incidence économique du succès d'une série en ligne comme ça? Ou est-ce que ce soit vu par 3 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, est-ce que ça apporte des recettes ou pas? Oui, ça. Alors pour nous, producteurs, ça c'est vraiment une question de producteur. Et je ne suis pas un producteur. Je suis directeur du studio d'Angoulême, donc je ne pourrais pas répondre avec précision. Mais en tout cas, je présume que c'est un super levier pour envisager des négociations avec le diffuseur pour une seconde saison. Voilà. Et je ne peux pas le dire ouvertement, mais vous imaginez bien que quand un diffuseur voit que sa série a été vue 20 millions de fois, il se questionne quant à une saison 2. Voilà. Et donc les 20 millions de vues, je pense que ça peut aider sur ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous invite évidemment à regarder les livres graphiques. On en aperçoit quelques-uns qui sont irrésistibles aussi. Il y en a plusieurs. Avec les dessins de Digli et les textes Digli qui n'est pas trop intervenu, c'est-à-dire que Digli, son truc, c'est vraiment la BD, puis elle était sur d'autres projets à ce moment-là. Donc du coup, elle nous a vraiment, alors non seulement parce qu'elle connaît Ovidie, qu'elle est pleinement en confiance avec elle, du coup, elle nous a laissé, c'est vrai, le champ libre. Elle a vu que Jocelyn s'appropriait son dessin et ne le dénaturait pas, ce qui est toujours un petit peu la peur de l'auteur, de se dire, ok, dans le processus d'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette phase-ci, on doit adapter le dessin pour de l'animation, parce qu'il y a des designs, des choses qui marchent très bien sur le papier, et puis dès qu'on les met en mouvement, c'est moins propice. Donc souvent Jocelyn, le directeur d'anime, me dit il va falloir faire une petite concession graphique, peut-être des traits qui ne sont pas fermés, on va plutôt les fermer pour nous faciliter tout ce qui est le remplissage couleur, des choses comme ça. Et donc elle nous a laissé vraiment carte blanche là-dessus, elle était en pleine confiance, et je pense qu'on a vraiment respecté son œuvre. Oui, elle est très contente. Elle est très contente, elle nous a jamais dit attention, vous dénaturez le trait, pas du tout, au contraire, elle est super contente qu'on soit resté fidèle à tout ça. Une dernière question avant de passer la parole à Carole Desbarras et à ses invités. Vous êtes timide.
Dans tous les cas, allez voir les 10 épisodes, ils se voient et ils se revoient. Ouais, ça dure. Il y en a 10, 3 minutes 30, ça se regarde facilement. N'hésitez pas à les partager également, histoire de faire encore plus exploser les compteurs et de convaincre le diffuseur qu'une saison 2, ce serait top. C'est dit. Voilà, mais on est déjà persuadé. Je peux poser une question personnelle. Personnel, oui, je peux te répondre en tant que femme, en tant que quoi. Tu te fais opérer des dents, donc alors. On m'a proposé une gouttière, qu'est-ce que tu en penses? Non, tout s'est bien passé. Bon, c'était Private Jokes, ce matin on a eu une discussion, effectivement, sur Merci à tous. Merci Isabelle. Les studios 2 minutes à Angoulême, si vous ne les avez jamais visités, ils sont formidables, ils ont une terrasse magnifique. Oui. Merci pour ce voyage. Effectivement, il y en a qui viennent souvent pour le Festival de la BD ou autre, ou d'autres festivals connus sur Angoulême. Allez sur notre site, où je peux vous donner mon adresse mail, c'est acombeau, @2minutes.fr. Si vous voulez venir visiter le studio, c'est possible. Et si vous êtes intéressé pour peut-être animer sur la saison 2 de Libre, sait-on jamais, n'hésitez pas non plus. Là sur le site 2minutes.fr, vous aurez un formulaire de candidature qui arrive directement dans la boîte mail de mon assistante. On se fera un plaisir de vous répondre et pourquoi pas d'envisager de nouvelles candidatures. Voilà. Vous allez avoir plein d'étudiants de Sainte-Geneviève. Eh ben ouais, mais why not? Alors on verra. Pas de souci. Allez, grand plaisir.